bah, ça marche. Ok. Bon, et ben bonsoir. On va faire court hein, dans les intros parce que si on vous fait des intros d'intro à chaque fois, on va plus. Donc on va faire court. Simplement, l'idée c'est de dire rapidement qui on est, on sort vraiment. Donc moi je suis Edwige Seminara, je suis Technical Lead pour Innovation Center d'Avanade. Donc Avanade, pour la petite histoire, c'est une joint venture, une entreprise d'intégration et de consulting qui a été créée par joint venture Accenture et Microsoft en 2000, exactement, donc 18 ans, merci. Et voilà, et du coup, on travaille essentiellement en partenariat avec Microsoft, donc on est hyper focus sur les technologies de Microsoft, on fait que ça. Et voilà, moi je bosse pour eux, ça se passe bien, c'est super cool. À toi de te présenter, vas-y. Moi, bonjour, Nadia Maillard, du coup je suis encore étudiante, mais cette fois-ci en 5e année auprès de l'école EPSI. C'est une école d'informatique tout simplement, et je suis Microsoft Student Partner, qui fait que je suis ambassadrice de Microsoft au sein de mon école. Et du coup c'est simplement par passion pour les technologies Microsoft et par aide aussi avec Edwige, du coup c'est un peu comme ça qu'on a pu se rencontrer aussi autour de ces technologies et de cette même passion. Donc dans un premier temps, c'est HoloLens, mais pas que, puisque ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est qu'est-ce que la réalité mixte, parce qu'il y a déjà la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais les HoloLens, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la réalité mixte. Et on va vous présenter également globalement ce qu'il y a dans ce petit jouet, c'est-à-dire l'arrière et tous les capteurs qui sont à l'intérieur. Donc, dans la réalité virtuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une immersion complète dans un espace complètement virtuel. C'est-à-dire qu'on met des lunettes et qu'on est complètement immergé dans son monde. Il n'y a que nous qui voyons ce qu'on voit, sauf si on met un écran à côté, mais à ce moment-là, on se déplace dans un monde complètement virtuel. On n'a pas spécialement d'interaction avec les éléments autour, à part avec nos mains à ce moment-là, avec des manettes. Mais sinon, on est complètement immergé dans ce monde-là que nous seuls voyons. La réalité augmentée, c'est principalement le monde qu'on voit nous, par exemple les bureaux, les tables, les chaises, etc. Mais ce qui est d'augmenté, c'est par exemple les affichages, c'est des éléments en fait qui viennent augmenter notre réalité, d'où le terme. C'est-à-dire, ça va principalement être des informations, mais aucune interaction comme la réalité virtuelle. La réalité virtuelle peut avoir des interactions avec le monde virtuel, alors que la réalité augmentée, justement, il n'y en a aucune. Là est la différence avec la réalité mixte, c'est que non seulement on voit notre monde réel, contrairement à la réalité virtuelle, mais en plus de ça, on peut interagir avec. Donc on voit des espèces d'hologrammes, comme si c'était augmenté, mais ce n'est pas augmenté puisque on a une interaction avec. Par exemple, on peut avoir là, par exemple, un petit dauphin de notre sculpture ou autre qu'on vous présentera à terme de cette présentation. La différence et les subtilités qu'il y a avec la réalité augmentée et la réalité mixte de façon plus visuelle. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que par rapport à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, il y a plusieurs points, dont plusieurs casques qui existent, c'est-à-dire l'immersion complète, où c'est complètement, on n'a vraiment aucune vision de ce qui se passe autour, on peut même se marcher sur les pieds, à part si on voit un espèce de quadrillage comme les HTC Vive, je ne sais pas si vous connaissez. À ce moment-là, je veux dire, on voit un marqueur au sol qui fait qu'on a une zone limitée, mais on peut se déplacer, mais à ce moment-là, on ne voit pas spécialement ce qui se passe autour de nous, donc on pourrait marcher sur les pieds de quelqu'un, on ne le saurait même pas, enfin, à part avec la sensation évidemment, ou alors avec le son s'il dit aïe, mais sans ça, on ne pourrait pas vraiment le savoir. Contrairement à la réalité augmentée, où justement, on voit à peu près notre monde réel, mais la réalité augmentée, comme je disais, il n'y a aucune interaction.
Et du coup, les HoloLens, c'est portable. Donc on peut se déplacer, mais n'importe où. On n'est pas limité par un câble. Et en plus de ça, c'est vraiment un ordinateur à part entière. Donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir une connexion à proximité ou une alimentation qui fait que on est limité, je veux dire, dans notre déplacement ou dans notre zone de confort. Je vais changer d'essai. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les HoloLens, c'est pas vraiment un casque, mais c'est pas vraiment des lunettes non plus. C'est vraiment, je sais pas comment dire en fait. C'est un casque lunettes, c'est des lunettes casque. C'est plutôt dans ce style-là en fait. Donc ça peut être porté avec un casque, mais ça peut être aussi utilisé avec des lunettes. Donc même si vous portez des lunettes, vous pouvez porter le casque HoloLens avec vous. C'est pas limité. Il y a plusieurs réglages qui fait que c'est assez confortable, malgré tout. Ce qu'on peut faire avec ce petit jouet, c'est qu'il y a plusieurs capteurs, vraiment beaucoup, que Edwige vous détaillera par la suite. Donc il y a un effet spatial. Ce que les HoloLens ont l'avantage par rapport aux autres casques, c'est qu'ils ont des caméras devant qui fait ce qui scanne l'environnement. Donc il peut déterminer ce que c'est qu'une table, ce que c'est qu'une chaise, etc. En plus de ça, il y a une nouvelle façon d'interagir qui est la gesture. Donc on n'a pas besoin de manette ou quoi que ce soit pour interagir avec notre espace augmenté. C'est simplement des mouvements que vous verrez par la suite en vidéo qui sont assez intuitifs et faciles à mettre en place. Il y a un autre point aussi par rapport aux autres casques. L'avantage, c'est les commandes vocales. Les commandes vocales du fait qu'à la place de dire OK Google ou Siri, réponds-moi, etc., là on parle avec Cortana et on peut lui poser des questions comme si c'était fluide et assez intuitif. Yes. Alors avant de rentrer dans les détails, un petit quiz là, juste pour voir si on est... Du coup, petit flash quiz. Réalité mixte, augmentée ou virtuelle? Pokémon Go. Augmenté. Là où on pourrait avoir tendance à douter, c'est que mine de rien, Pokémon Go, on va avoir la possibilité d'interagir avec le Pokémon. Et vu qu'on a dit que dans la réalité mixte, on interagissait avec le truc, mais non, en fait, ça reste bien de la réalité augmentée. Parce qu'on va interagir à travers l'interface tactile. On ne va pas interagir avec une gesture ou ce type de choses. Ça reste de l'ARA. Le casque d'Iron Man. Augmenté, on n'interagit pas. Augmenté toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors du coup, si vous avez suivi, vous avez peut-être entendu parler d'Oculus Rift. Ouais. Alors vous avez testé déjà ça? Oui. Et du coup c'est de la réalité mixte, augmentée, virtuelle? Bon, ça va, vous êtes au point. J'ai déjà spoilé sur le HTC Vive. HTC Vive, c'est déjà fait. Non mais c'est juste pour être sûr, parce que mine de rien, à chaque fois, j'arrive à en piéger. Non, ça va, vous êtes bon, impeccable. Du coup, 2-3 petits mots sur le détail en fait, de ce qu'on va retrouver là-dedans, parce que tu le disais, en fait Nadia le disait, c'est un véritable PC en termes de composants et de puissance de performance, on va dire. On a réellement un vrai PC qui est embarqué, enfin l'équivalent d'un vrai PC qui est embarqué dans le casque quand même. Ouais, on ne sait pas ce qu'on peut dire en fait, casque ou lunettes. C'est un peu... Bref, on a l'équivalent d'un vrai PC dedans. Plus en détail, on a un sacré paquet de capteurs aussi, alors je ne les ai pas comptés. Je ne sais plus, mais enfin en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il faut à minima tout ce qui est nécessaire pour savoir où vous déplacer. Donc on va aller sur l'accéléromètre ou ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est plutôt bien foutu quand même quand on regarde de près. Pour la petite histoire aussi, on retrouve un certain nombre de capteurs qui étaient communs dans un périphérique, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelait Kinect. Qui s'appelait parce que beaucoup de monde l'a oublié. Pardon? La lunette Google, c'est ça? Non. Ah bah alors je suis pas allée vérifier pour les lunettes Google. Non, c'est l'autre caméra que tu mettais. Exactement. Les Kinect c'était le périphérique de caméra, la caméra qui
qu'on pouvait relier à la Xbox il y a quelques années. Ça s'est plutôt bien lancé, et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, en gros, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que pour les personnes qui pensaient que Kinect était mort, Kinect n'est pas réellement mort, en fait, puisque Microsoft a repris la techno, a continué à la pousser, et a finalement intégré la techno dans HoloLens. D'ailleurs, on le sait, et vous verrez si on a l'occasion de vous faire tester, en fait, enfin, moi, c'est comme ça que j'avais compris que HoloLens que Kinect était intégré dans HoloLens, ou avait fini par l'être. C'est parce qu'en fait, quand vous mettez le casque, par moment, dans la phase de calibration, au moment où Kinect scanne la pièce, parce qu'elle scanne le relief de la pièce, elle fait une cartographie exactement comme Kinect. Et en fait, on le voit, à un moment donné, vous voyez le rendu visuellement du fait que ça scanne les reliefs et que ça cartographie quelque chose. Et quand j'avais vu ça, pour la petite anecdote, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur Kinect. Quand j'ai vu ça, ça m'avait sauté aux yeux. C'est assez... si on connaît la techno, on s'en rend compte très facilement. Bref, petite parenthèse, je vais essayer de pas trop partir dans mon délire. Parce que sinon, après, je peux vous en parler des heures, on s'en sort plus. Enfin, bref. Ouais, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr les lentilles transparentes, en fait. C'est ça qui va nous... ce sont ces lentilles qui vont, entre guillemets, faire jouer le rôle de support projection. Merci, je suis fatiguée, excusez-moi. De support projection, au même titre que cet écran-là, mais en fait sur des lentilles transparentes, comme des verres de lunettes, sauf qu'évidemment, c'est pas la même matière. D'ailleurs, c'est quoi? Il y a un système de projection avancé. Comme les voitures, en fait, je sais pas si vous connaissez les Crossland. C'est une voiture d'Opel, et puis même la plupart des voitures récentes ont cette technologie aussi. C'est quand on démarre la voiture, il y a un petit écran qui apparaît derrière le volant et qui permet en fait d'afficher par un mini rétroproche le compteur, en fait. Et ainsi, ça évite de baisser les yeux. C'est pour éviter de regarder à travers le volant pour voir notre kilométrage ou autre, et du coup ça permet en même temps d'avoir toujours une visibilité sur là où on est en fait, de la route, tout simplement. Cette technologie a été utilisée non seulement pour les voitures, mais pour beaucoup d'autres choses aussi, dont je n'ai pas la liste. Voilà. Yes. Et justement, donc là le terme exact, c'est lentille holographique transparente. C'est très important. Après, le gros du lourd, en fait, on va dire, qui est présent dans le device, c'est surtout un nouveau type de processeur. Parce que vous savez, bon, si vous vous rappelez l'évolution des différents types de processeurs qu'il y a pu avoir dans le temps, on avait les processeurs, on va dire, propriétaires, ou qui étaient relativement peu puissants, etc. Puis après, il y a d'autres évolutions, on a créé les GPU, les processeurs dédiés au traitement graphique. Et là, en fait, avec ce device-là, ils ont carrément été jusqu'à créer un HPU, donc pour Holographic Processing Unit. Et là, en gros, l'idée, c'est que tout simplement, le constat est simple, c'est que fatalement, on va devoir gérer un certain nombre d'objets. On va devoir gérer des objets qui vont être... qui vont concerner tous les traitements qui vont concerner la réalité. Donc ça peut être fait par, justement, le GPU standard, mais on va devoir aussi, entre guillemets, avoir plus de puissance pour gérer l'affichage des hologrammes. Et justement, vous doutez bien que, comme on a pu le voir en 3D, quand on a commencé à avoir des gros jeux vidéo qui envoyaient du bois il y a quelques années, on s'est très vite rendu compte que les GPU étaient vraiment plus que nécessaires et que c'était important de les cadencer un maximum pour avoir une fluidité d'image et pour gagner en performance, pour éviter que ça lag, en fait, tout simplement, enfin que ça rame, pardon, excusez-moi. Et du coup, fatalement, le constat qui a été fait par les équipes d'ingénieurs qui ont designé le produit, c'était que ça serait encore plus performant, le device gagnerait encore plus en performance si le traitement des hologrammes était tout simplement dédié, attribué à un processeur dédié, tout bêtement. Donc comme ça, on évite, entre guillemets, on mélange pas les objets, on va pas non plus, j'imagine que derrière, après, à proprement parler, les threads et les process sont bien gérés, chaque processeur ou chaque type de processeur va aller gérer un pool de threads bien précis, et après, effectivement, c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner en fluidité. Vous allez voir, je parle volontairement vite aussi, parce que mon objectif, et idéalement, je pense que notre objectif, c'est de faire en sorte de vous faire tester un peu le périphérique.
vous allez voir, c'est vraiment, vraiment assez balèze. En termes de fluidité, j'entends, en termes de puissance. Vous avez de la chance, ce soir on a 2 devices du coup. Donc on serait pas, voilà, on pourra faire tester à 2 personnes à la fois. Après, je sais pas si on pourra ici ou si c'est un peu trop sombre, va falloir qu'on voit. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment sympa. Et tu en parlais aussi, la spatialisation du son. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, et vous vous en rendrez compte quand vous avez testé tout à l'heure, c'est qu'il y a des capteurs, enfin il y a des petites enceintes qui ont été placées à ce niveau-là. Donc vous voyez, ça arrive où ça, je crois qu'il est positionné ici, derrière. Juste derrière les oreilles. Derrière les oreilles. Ouais, c'est ça. Juste ici, en fait, on pourrait croire que c'est relativement fantaisiste comme emplacement, mais c'est complètement, enfin c'est hyper bien foutu. Et en réalité, c'est que de cette manière-là, on a réellement la possibilité de continuer à entendre ce qui se passe autour de nous, tout en entendant super bien ce qui se passe dans l'application avec laquelle on est en train d'interagir via le device. Tout ceci pour la modique somme de 3299, alors pour la version dev. Alors la version dev, je sais plus, j'ai plus les mises à jour enfin j'ai pas rechecké quelles étaient les conditions pour accéder pour pouvoir acheter le kit de dev, parce que Microsoft le vend pas comme ça non plus. À l'époque, la dernière fois que j'avais regardé, il fallait leur faire une vraie proposition de projet ou présenter réellement le projet que vous comptiez développer avec. Vous ne pouviez pas juste dire ok c'est bon j'achète. Parce que sinon c'était un peu trop facile, ils n'avaient pas forcément envie que tout le monde se procure le device pour juste éventuellement s'amuser comme ça. Et sinon pour la partie édition commerciale, donc ça peut comprendre l'offre business, si vous avez l'intention, si vous avez envie de dev des applications dans le cadre de votre boulot ou même en tant qu'entrepreneur, etc., enfin, à usage commercial, donc c'est effectivement beaucoup plus cher. Mais c'est aussi l'intérêt des centres d'innovation qui peuvent éventuellement investir dans ce type de device. Si vous avez ces opportunités, n'hésitez pas, ça peut valoir le coup parce que c'est très sympa à utiliser. Et c'est très sympa de développer avec. Et justement, puisqu'on parle de développer avec, on va pouvoir faire 2 types d'applications. On va pouvoir faire soit de la 2D, soit de la 3D, comme on l'aura compris, donc des applications holographiques. Quand je dis 3D, je veux plutôt dire application holographique, parce qu'on ne va pas aller faire de la modélisation 3D, c'est pas l'objectif non plus. Et concrètement, là, alors en 2D de mémoire, de toute façon, les applications qu'on développe dessus sont des applications universelles, donc UWP. Donc il vous faut tout ce qui va bien pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir développer avec ce type d'application, donc un Visual Studio à partir de 2015 idéalement en termes de version. On peut coder avec, alors pour la partie 2D, vous pouvez coder que ce soit en C# ou en VB. Après pour la partie holographique, c'est un peu plus tricky. Là déjà il nous faut du DirectX et du C++. Il faut aussi utiliser Unity. Unity, tout à fait. Ouais, Unity 3D. Pour lequel par contre je ne connais pas les coûts de licence. Je ne sais pas exactement, mais par contre, en plus de Unity, il y a possibilité de faire du développement, on va dire, enfin pas du développement, mais de la 3D en utilisant Blender aussi. Donc on peut importer aussi les éléments. Oui. Ah, j'ai pas fait gaffe. On peut importer donc des éléments Blender, par exemple des pièces d'échecs, etc., ou des bateaux de bataille navale, pour pouvoir ensuite les importer dans Unity et ainsi, je veux dire, compiler directement le jeu ou l'application ou n'importe, directement depuis le device HoloLens. Donc on peut voir directement les éléments qu'on aura conçus en 3D dans le device. Ça c'est pas mal. Moi je sais que au boulot, l'équipe qui bosse sur les projets HoloLens, je travaille pas avec eux, enfin je travaille pas sur les mêmes projets qu'eux pour le moment, mais en gros effectivement ils utilisent Unity. Alors je savais pas qu'on pouvait utiliser Blender. Je parle de bataille navale parce que c'est ce que j'avais essayé de faire, mais c'était une démonstration qui était prévue à la base, qui n'a pas abouti. Mais du coup, c'était des bateaux qu'on avait conçus dans un projet d'école. Et que donc on avait importé directement depuis Unity pour pouvoir ensuite faire notre jeu de bataille navale avec l'intelligence artificielle qui allait avec, etc. Ouais, il faudra le finir ce projet. Je vais pas te mettre la pression. Mais...
Ça va aller. Du coup, ouais, donc un tout petit mot pour dire que, tout simplement, là, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est forcément des applications UWP qu'on va développer. Et vous savez, si vous, enfin, je ne sais pas si vous situez bien de ce qu'on veut dire, hein, parce que quand je parle d'application universelle ou du WP, parfois c'est un petit peu flou. Vous savez, dans, entre guillemets, l'historique de type d'application ou de type de langage ou de type de techno, pour les applications Microsoft, hein, donc on avait les applications Windows Form, d'accord, donc ça c'est les années 90, tout le monde les voit, les un peu vintage on va dire, n'est-ce pas voilà. Après il y a eu les applications desktop ont évolué, on a enrichi un petit peu les composants, ça a commencé à prendre un petit peu plus de fraîcheur en termes de design, donc on a eu WPF, ça allait déjà un petit peu mieux, donc ça du fenêtré toujours, mais quand même un petit peu plus sympa. Et ensuite, justement, après WPF, on a typiquement UWP, donc c'est ce qui a commencé à émerger, vous savez, à partir du moment où on a vu arriver Windows 8. Windows 8, bon, les applications Windows 8 et Metro Style ou Modern UI, ce genre de choses, n'ont pas trop marché, ça n'a pas trop bien pris en termes de design, donc après on est passé à une phase encore supérieure pour les applications universelles, où là on a vraiment, on retrouve toute la fluidité qu'on avait avec les technos WPF par exemple, avec cette techno-là, des mécanismes de programmation qui sont les mêmes, enfin de programmation, on va dire plutôt d'implémentation de l'UI qui sont à peu près les mêmes, au niveau de la syntaxe XAML notamment, je pense à ça surtout. Et après, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait, avec les applications WP, c'est qu'elles s'inscrivaient, au moment où ça arrivait, c'était surtout pour s'inscrire dans la stratégie multi-écran de Microsoft. C'est pour ça qu'il y a cette image-là en bas. C'est une stratégie multi-écran qui fonctionne ou pas, ou dans une certaine mesure. Mais concrètement, c'est ça qui est plutôt intéressant aussi avec ces technos-là, c'est qu'après, on peut même parfois avoir des applications qui, à la base, ont été faites pour Raspberry Pi et qui potentiellement peuvent s'afficher sur HoloLens. Alors on me dirait quel sera l'intérêt de faire ça. Toujours est-il que, en théorie, ça fonctionne. Voilà, sur cette technologie. J'ai pas vérifié, donc quand je vérifie pas, c'est en théorie. Voilà. Et du coup, il faut savoir aussi qu'il existe un émulateur, parce que justement, on peut quand même avoir envie de se lancer dans le dev et d'essayer de bricoler ou au moins comprendre comment ça fonctionne pour essayer de faire des petites choses. Il existe un émulateur, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore installé. Toi, oui? Oui. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Les prérequis minimum sont affichés là. Donc on est sur du Visual Studio 2015 de base. Il doit falloir quand même un petit peu de RAM et les SDK qui vont bien pour développer avec Windows 10 et donc les applications WP. Juste, je pense aussi un tout petit truc. C'est le genre de précision qui n'est jamais indiqué nulle part, sauf, vous savez, en bas, dans les petites lignes sur MSDN. Mais dès qu'on va attaquer le développement d'applications UWP ou ce type de choses, il se peut qu'il y ait besoin de passer votre Windows 10 en mode développeur. C'est une petite précision qui est hyper bête, mais qui peut parfois juste vous faire perdre une petite demi-heure de recherche si on vous la pète. Je voudrais juste rajouter un petit truc par rapport à l'émulateur. Comme vous le savez, l'émulateur, c'est forcément sur l'ordinateur. Il y a la caméra qui peut faire office des capteurs des HoloLens et donc scanner l'environnement si on tourne le PC ou quoi que ce soit. C'est un peu farfelu, mais ça peut fonctionner. Par contre, il faut savoir que la webcam, n'importe quelle caméra, ne distingue pas forcément les gestures que les HoloLens pourraient détecter, c'est-à-dire l'interaction, la nouvelle façon d'interagir avec les HoloLens. Ouais. Ça, c'est un peu plus compliqué, donc il faut simuler ça avec le clic de la souris, et c'est pas forcément facile. Donc à part le clic, l'émulateur peut permettre, à des capacités limitées, contrairement au vrai device. À juste titre, puisqu'en fait, tout ce qui est nécessaire pour détecter votre geste, ou le geste que vous êtes en train de faire, est embarqué dans le casque. Donc fatalement, l'émulateur peut pallier un certain nombre de choses, mais pas ça, quoi. Ça évidemment, c'est un peu plus embêtant. Donc allez-y, hein, ça y est, maintenant, vous êtes des experts, c'est parti, hop. Vous pouvez commencer à coder. Donc là, on vous a remis quelques liens. Donc il y a déjà de la doc qui est plutôt bien faite. Le site officiel avec tout ce qu'il faut pour tout télécharger, avoir accès à un maximum de ressources. Il y a une petite communauté aussi qui commence pas mal à se créer.
Faut savoir aussi que pour les développeurs les plus chevronnés, j'avais entendu il y a peut-être un an, mais je pense que c'est toujours vrai, qu'en vérité on peut même contribuer au toolkit. Oui. On peut même contribuer au toolkit qui est développé par les équipes de MS. Et si vous dites, non ben voilà, là au niveau des composants qui existent, moi je verrais bien un truc qui permet, un nouveau composant qu'on pourrait utiliser qui permet de faire ça, vous avez parfaitement le droit d'aller faire une proposition de contribution aux équipes de MS. Je crois qu'il suffit directement d'aller sur le GitHub de HoloLens, et que en gros on proposait de prendre une pull request ou quelque chose comme ça, et en fait c'est hyper possible. Faut juste avoir un petit peu de temps, je pense. Mais voilà, en gros, entre guillemets, il n'y a plus qu'à. Et du coup on s'est dit, est-ce qu'on a encore le temps? Oui, on a encore le temps. Du coup on s'est dit, mettons une petite vidéo, parce que bon, ça c'est comme d'hab, on met toujours une petite vidéo pour illustrer un peu de quoi on parle, et ensuite on pourra tester, ça sera encore plus sympa. Je sais pas si on a reçu. On n'entend pas bien. Mais c'est pas grave, à la limite, l'objectif c'est pas d'entendre, c'est juste de voir. Donc ça c'est les vidéos un peu officielles, on va pas vous mentir, hein, qui montrent les possibilités de l'outil. Donc il y a déjà pas mal de boîtes qui sont intéressées pour la modélisation d'objets 3D. Je tiens à rajouter que le 5 ou le 15 novembre de l'année dernière, il y a eu une opération chirurgicale, donc quelque chose qui a été véridique et qui a été filmé même par des chirurgiens donc, qui étaient complètement à des endroits opposés de là où ça a été filmé et de là où l'opération s'est réellement déroulée. En fait, il y a eu un patient qui était à un endroit X et il était entouré de professionnels, non seulement Microsoft mais aussi de caméramans et évidemment d'un robot. Le robot qui était précis et super minutieux pour reproduire les gestures du chirurgien. Et le chirurgien qui lui était dans un endroit Y a donc vu, grâce au HoloLens, le corps holographique du patient et donc a pu l'opérer à distance de cette manière, grâce au robot. Et ça a plutôt bien marché, mais par contre c'est âme sensible s'abstenir. Je précise. Ouais, c'est très détaillé. Oui, c'est très détaillé. Donc voilà, là on peut voir qu'il n'y a plus besoin de télé, juste par le port de HoloLens, on peut faire office d'utilisation Netflix et tout. Ça peut être sympa. Et ça c'est pas mal aussi. Ça, c'est une application qui a été développée et mise en démonstration. Donc on peut voir que le chat est un hologramme, tout simplement. Et on peut voir surtout que les HoloLens fonctionnent même en extérieur. Donc il a scanné simplement le sol et les objets apparents de son entourage. Et avec son application Unity, donc, il peut voir, il utilise son application de cette manière-là. Bon, là, c'est juste les interactions avec les hologrammes, mais là où c'est sympa, c'est de voir à quel point les hologrammes interagissent avec l'extérieur. Donc on peut voir les boules qui roulent par terre et qui donc, utilisent la plateforme non seulement virtuelle, augmentée entre guillemets, et qui continuent de rouler dans le sol. Bon, là, il s'amuse avec son... Alors là, moi, le coup du toboggan, j'adore. Voilà. C'est génial. Donc, on voit que les objets roulent sur le toboggan et que donc interagit directement avec le sol et continue même de rouler par derrière. C'est relativement crédible quand même. Voilà pourquoi je voulais principalement montrer cette vidéo, parce qu'on peut voir que même avec la marche d'escalier, ça interagit encore là-dessus.
Et alors du coup, là où il faut faire hyper gaffe, parce que là on va vous faire, ce qu'on va vous faire tester, pour pas spoiler, c'est effectivement un truc relativement ludique, un jeu assez sympa. Et alors là où c'est carrément dingue, c'est pour ça qu'il faut qu'on voit si on le teste ici ou pas, parce qu'en fait, je l'ai testé, je sais plus, c'était à l'EPSI où je l'avais testé. En fait, j'avais testé le jeu dans un endroit où il y avait quelques renfoncements. Et en fait, ce qui se passait, c'était que les ennemis allaient directement se cacher derrière des renfoncements qui étaient visibles, par exemple dans le placard, limite quoi. Donc en fait, HoloLens a détecté qu'il y avait un volume et du coup les ennemis allaient se cacher derrière. Donc en fait, j'étais coincé dans le jeu, je me rappelle, il y avait un autre participant qui était coincé. On n'arrivait pas à continuer le jeu parce qu'il y avait un ennemi qu'on n'arrivait pas à déloger. Normal, en fait, c'était pas un placard, c'était même une sorte de bloc de renfoncement qui était. Je pouvais pas aller derrière. C'était un câble électrique. Ah bah voilà, c'était une gaine électrique, super. Du coup, je pouvais juste pas débloquer la situation. Alors là, d'où le fait de bien choisir son espace pendant la phase de calibrage et de scan justement du device, quoi. Sinon après on peut être embêté. Allez, vas-y, tu finis avec Pour terminer, je veux dire, cette petite présentation, il faut savoir que Satya Nadella a tenu un discours à ce propos il y a 2 ans, qui a précisé clairement par cette citation: si vous pouvez changer le monde que vous voyez, vous changez le monde. Enfin, si vous pouvez changer votre monde, le monde qui vous entoure, vous changez le monde que vous voyez. Dans ce sens-là, où justement vous pouvez interagir avec les objets, etc. Je trouvais ça joli et sympa de le mettre. C'est toujours bien de finir sur une petite citation. Voilà. Donc, ouais, je pense que vous aurez la possibilité de conserver les slides, on vous les enverra. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est parti, quoi, allons-y. Mais merci pour votre écoute et puis allons-y. Merci. Vous pouvez faire gagner une licence sur JetBrains. C'est vrai? Ah. Est-ce qu'il y aurait un instant question Pardon? Un instant question? Oui, question-réponse, oui, vas-y. Tu proposes de faire gagner une licence? Ouais, suivant les critères que vous voulez. Vous avez une licence à faire gagner. Alors, on a une licence JetBrains à faire gagner pour ceux que ça intéresse. Tout le monde voit ce que je veux dire quand je dis licence JetBrains. Chris Harper. C'est ça. Est-ce C'est que quelqu'un a envie Richard. de gagner une licence Chris Harper? Parce que du coup, en fait, si on essaie de vous faire gagner un truc mais que vous n'en avez pas envie, vous n'allez jamais répondre à la question. C'est pour ça. Pardon? Les licences complètes Complète pendant un an. D'un outil. D'un outil dans l'écosystème JetBrains, tu en as plein, donc tu en choisis un, et la licence dure 1 an. Oui, non. Bah, parce que sinon, moi j'ai plein d'idées de questions. Mais c'est juste que si vous voulez pas. Ouais, allez, c'est parti. On a dit. Bon, elle est facile celle-là. Quand même, on va pas poser des questions trop dures, sinon c'est pas gentil. On a dit que c'était quand même une super bonne idée pour le traitement des hologrammes de créer un nouveau type de processeur. Rapidité. Bah non, HPU, ça me va. Ouais. Ça rentre dans tes. Je peux? C'est tes critères. Parfait. Bah, félicitations. J'ai joué longtemps à la question pour un champion. Ah, ok, on a un fan. Ouais, alors par contre, moi je maîtrise pas les intonations à la Julien Lepers. Hein, je suis pas assez. Il y a d'autres licences encore ou ça va? Je sais plus, non, mais normalement il n'y en a qu'une. Bah, bravo. Il y a un truc qui est dommage, c'est que là, par exemple, je veux dire, je vous vois, mais aussi je vois les écrans, donc je vois que par exemple sur monsieur, il y a le logo de Microsoft qui est affiché, mais on n'a pas le câble qui relie les HoloLens. Non, je crois que c'est une URL. L'URL qui permet de voir en fait ce que moi je vois actuellement. Ah oui. Oui. Donc il y a cette possibilité-là aussi, c'est que pour partager... bon là on l'a pas. Parce qu'en fait c'est un peu compliqué. Pardon, parce que c'est un peu compliqué parfois. Elle voit des choses, si vous voulez. Je peux vous parler en même temps, mais on peut pas voir ce qu'elle voit. Voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir projeter ce qu'elle voit sur un autre écran, potentiellement, surtout pendant les phases de dev, surtout si on doit bosser en équipe.
Parce que si on a par exemple constaté un bug, déjà que c'est pas facile forcément de réussir à reproduire des bugs avec ce type de device à coup sûr. Donc si on n'a pas la possibilité de faire en sorte que les autres puissent le voir, c'est quand même relativement compliqué. D'où le fait qu'il y ait ce mécanisme, enfin cette possibilité de projeter ce qu'on voit sur un autre écran. Par contre, alors on va pas se mentir, il faut faire, ça dépend peut-être des configs, mais moi j'avais constaté que ça ramait un peu quand même. Ça dépend des configs et il y a eu de nouvelles versions, puisque là par exemple c'est l'ancienne version qu'on a récupérée, c'est-à-dire les lunettes, les lentilles holographiques sur lesquelles sont projetées les applications sont plus petites, alors que maintenant je veux dire, ils ont fait en sorte d'agrandir la zone holographique, qui fait que ça prend un peu plus de volume au niveau des yeux, et donc c'est plus confortable. Mais en plus de ça, ils ont rajouté l'eye tracking, qui sur ceux-là ne sont pas implémentés, et du coup si je veux pointer quelque chose, je suis obligée de tourner la tête pour pouvoir ensuite sélectionner un élément, alors qu'avec l'eye tracking je peux rester stable et puis ensuite cliquer sur n'importe quoi sans avoir spécialement à viser avec ma tête. Parce qu'en fait le principe c'est pour cliquer sur quelque chose ou pour sélectionner quelque chose ou pour interagir avec quelque chose, on a un pointeur qui par défaut est positionné au milieu de l'écran, et en fait on va bouger la tête, et si je voulais par exemple interagir avec cette chaise, il faudrait que je fasse en sorte de bouger la tête pour que le pointeur arrive sur la chaise, et après je clique bien en face du device pour que ça puisse éventuellement sélectionner ou interagir avec ce qu'il veut. Et on avait effectivement une demande pour une phase de questions-réponses. Du coup, si vous avez des questions. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous pensez que ce genre de service, ça peut être développé dans le futur, surtout dans quel domaine? Alors là, c'est ce qu'on voyait un peu dans la vidéo, il y a pas mal de monde que ça intéresse pour la modélisation d'objets. Le design, c'est un domaine aussi, par exemple tout ce qui est art, c'est un domaine très prisé qui commence à bien émerger. Il y a aussi le domaine de la médecine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une opération chirurgicale qui a été faite de moi, qui est en train aussi de se développer, notamment pour voir le corps humain, mais aussi pour voir par exemple les tumeurs, etc. Enfin, tout ce qui est de la médecine, je ne connais pas trop les termes, on va dire, de certaines maladies ou de certains symptômes que la personne pourrait voir de façon holographique, et donc éviter d'avoir un patient réel ou des mannequins pour pouvoir faire ces tests. Il y a aussi le domaine de l'apprentissage, par exemple, ou même de la mécanique, dans l'industrie, c'est très prisé. La maintenance industrielle, par exemple, je vais simuler par exemple si j'étais un ouvrier, à ce moment-là, il voit par exemple une pièce de bateau qui est défectueuse, et sur lequel il faut changer par exemple un tuyau, etc. Et donc dans son système ingénierie ou de travail, il va devoir réutiliser des vraies pièces de tuyaux, mais avant de les concevoir et de les mettre en place, il va par exemple afficher de façon holographique ce que lui voudrait, et donc rajouter les pièces pour pouvoir résoudre son problème et colmater le bateau ou je sais pas trop comment expliquer, mais si une pièce est manquante, tu vas vouloir te servir de l'application pour voir quelle serait la bonne pièce à concevoir pour justement éventuellement après utiliser une imprimante 3D pour l'imprimer, ce genre de choses. Il y a d'autres scénarios aussi, il y a typiquement le technicien de maintenance. Alors c'est beaucoup envisagé sur les usines ou sur le terrain, où on cherche avant tout à alléger l'équipement du technicien pour faire en sorte qu'il n'ait pas 4 tonnes de matériel à transporter avec lui, qu'il soit le plus léger possible, parce que c'est quand même des domaines où parfois, maintenant c'est un type d'environnement type centrale nucléaire, ou sur des chantiers ou sur ce type de choses qui sont déjà des lieux où on peut potentiellement avoir un certain nombre d'accidents ou d'incidents. Là on va vraiment chercher aussi à alléger l'ouvrier ou le technicien, et en même temps, ça, vous avez compris, ça s'inscrit dans tout ce qui est pénibilité du travail, etc. etc. Et l'objectif, ça va être aussi, par exemple, d'avoir une application qui permet d'avoir aussi une base de connaissances avec soi. C'est-à-dire, je reçois une information comme quoi, à tel endroit de l'usine, il y a une panne.
Donc mettons que c'est une guette technique ou quoi que ce soit, quelque chose de technique avec des pièces, ben, je peux avoir effectivement arrivé sur place et avoir des informations par réalité augmentée, ou je sais pas, on peut imaginer qu'on pointe des flèches comme ça sur l'élément qui est défectueux, parce que dans le système d'information, on sait que c'est la pièce X de la structure qui est défectueuse et que la pièce X elle est située à tel endroit, donc l'application est capable de me le dire. Alors bien entendu, ça prend pas 10 minutes à faire, parce qu'évidemment ça impose qu'il y ait un minimum d'objets connectés, qu'on ait une numérotation des pièces, enfin, c'est des gros, là on parle de gros projets, mais c'est des scénarios sur lesquels effectivement les centres d'innovation et un certain nombre d'entreprises travaillent actuellement. Ça intéresse pas mal de monde et c'est réellement, il y a un réel marché là-dessus. Ouais. Il y a aussi les entreprises aéronautiques, comme moi j'ai vu Dassault qui était intéressé. Alors je ne les ai pas vus dans le cadre du boulot, c'était dans le cadre d'un hackathon. Où j'étais venue prêter main forte pour dépanner les participants qui pouvaient avoir des problèmes techniques. Mais il y a quand même, c'était un hackathon spécial réalité virtuelle augmentée mixte. Ceux qui ont terminé premier, qui ont remporté le concours, je crois que c'était parce qu'ils avaient fait de la réalité virtuelle avec HTC Vive ou avec Oculus, je ne sais plus. Mais la deuxième place a été attribuée à une équipe qui proposait un projet avec HoloLens. Donc il y a quand même ces entreprises-là qui sont intéressées. Airbus, j'ai pu comprendre qu'ils réfléchissaient pas mal à tout ce qui était modélisation de pièces avec ce type de device. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus parce que c'est relativement confidentiel en général ce qui se passe chez eux. Mais il y a effectivement pas mal d'entreprises qui investissent là-dessus, qui ont déjà des HoloLens, qui ont déjà des gens qui sont en train de se former dessus. Et c'est justement tout le point, c'est qu'un de ces quatre, on va potentiellement avoir ce type d'application qu'on peut être amené à... si on en a envie, mais on peut être amené à en développer, à en maintenir, si on veut pouvoir envisager de savoir de quoi on parle, puis s'y mettre tout doucement, ça a du sens de le faire dès maintenant. Je tiens à préciser que les HoloLens, contrairement aux autres casques qui sont reliés à un PC, sont complètement autonomes et donc pour une interaction de travail ou autre, ils ont quand même 3 heures d'autonomie, ce qui n'est pas négligeable. Donc on peut par exemple travailler pendant 2 heures, les recharger et puis après continuer à travailler. Ou alors, avec le fait en plus qu'il y a, je crois, 4 Go de RAM, il me semble, du coup ça permet en même temps à certaines applications de ne pas ramer du tout et les ressources que ça nécessite certaines applications sont plutôt fluides. Vraiment. Après, j'imagine, on va pas se mentir qu'effectivement, pour coder ça de manière fluide, il doit sûrement falloir essayer aussi de coder un peu propre, dans le sens où je pense qu'il faut faire gaffe à la façon dont on va instancier ces objets, Gestion mémoire. faire gaffe à la gestion de la mémoire. Alors après, le framework.NET fait pas mal de choses pour nous avec le garbage collector, mais il y a sûrement quand même des petits mécanismes sur lesquels... Alors, au même titre que quand on a commencé la programmation pour mobile, il fallait... faire quand même attention parce qu'il y a des problématiques propres à la mobilité qui font qu'on doit faire gaffe à comment on code. Là j'imagine qu'on va quand même avoir aussi des problématiques un petit peu nouvelles quand on n'est pas familiarisé avec l'outil ou avec le type de dev auquel ça a du sens de s'intéresser ou d'être sensibilisé. Je pense que dès qu'on va manipuler de la 3D, là pour le coup c'est vrai qu'on n'a pas de dev de jeux vidéo dans la salle. Ça aurait été intéressant d'avoir des feedbacks parce que pour le coup, oui. Parce que j'imagine qu'après, ça doit être des problématiques qui sont plus proches du monde du jeu vidéo. Dès qu'on va parler d'interagir avec des... Alors, c'est pas des objets 3D puisque ce sont des hologrammes, mais de mon point de vue, je pense qu'il doit y avoir quand même des choses en commun. Après, là pour le moment, je dis ça, mais c'est sur ma to-do list. Je ne suis pas encore en liste. Moi j'ai une question. Ouais. En réalité virtuelle, on rencontre un problème, c'est que comme on est totalement immergé dans le monde, même sur les périphériques pour interagir avec ce monde, avec les humains, on peut des fois traverser en fait les murs ou on peut vraiment aller au-delà de ces choses-là. Du coup en réalité mixte, c'est la partie corrigée parce que vu qu'on est dans le monde réel, les murs sont réels, mais du coup il y a quand même des objets qui seront en hologramme, donc si on les traverse, etc., est-ce que ça va être gênant pour l'utilisateur ou est-ce qu'on considère que... Si on les traverse, les objets, l'hologramme. Oui.
Non. En soi, par exemple, je pense reprends le cadre Je pense pas. d'une école. Il y a Microsoft qui s'est mis en partenariat avec certaines universités aussi pour changer la façon d'apprendre. Et donc, tous les étudiants qui étaient dans cette salle avaient donc des HoloLens sur eux et voyaient le même objet au milieu de la salle. Et donc, quand ils inversaient ou autre, tu traverses l'objet. Mais ça n'interagit pas. En fait, quand tu poses un endroit, quand tu vois un hologramme et que tu le poses à un endroit, il reste fixe. Donc, du coup, c'est pas, ça dépend de ce que tu fais et de l'application. Si par exemple tu te déplaces avec simplement ton menu d'activer, le menu va te suivre tant que tu ne l'as pas fixé. Et donc, tu peux pas le traverser s'il est tout le temps, je veux dire, devant tes pas. Par contre, si tu fixes à ce moment-là ton hologramme, que ce soit, je veux dire, un corps humain ou n'importe quoi, hein, peu importe, et que tu le traverses, au début tu le vois devant toi, mais après tu le verras derrière toi, tout simplement. Donc ça ne pose aucun problème. C'est même avantageux parce qu'il y a certaines applications où tu vois un moteur assez sophistiqué qui tourne, tu peux même mettre ta tête à l'intérieur pour regarder ce qui se passe. C'est ça. Ah, Donc c'est vraiment intéressant. Il y a ce genre d'interaction aussi qui prend en compte vraiment l'effet spatial et que donc si ton hologramme, reprenons le moteur, est présent, à ce moment-là, je veux dire, il suffit que tu avances ou alors que tu élargis le moteur, du coup tu peux voir carrément à l'intérieur de comment ça marche. Et ça c'est une nouvelle interaction qui est vraiment pas négligeable et qui donc au niveau de l'industrie ou de n'importe quelle entreprise du secteur peut être bénéfique au niveau de l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui pensent, surtout l'un des scénarios qui est, je pense, honnêtement, auquel il y a le plus d'entreprises qui pensent, c'est vraiment beaucoup tout ce qui concerne la maintenance 4.0 ou l'industrie 4.0 dont on parle beaucoup. Parce qu'effectivement, quand tu vois ce que permet la techno, tu peux réellement, comme l'exemple des moteurs que vous prenez, tu l'appliques à un dispositif encore plus gros ou à, on va dire, sur le terrain quelque chose de plus complexe, ça peut avoir encore plus de sens, encore plus d'intérêt. Mais surtout, ce qu'on précise, c'est que ton bâtiment, tu peux le tenir, tu peux le mettre. C'est comme les Pokémon, s'ils tiennent dans ta main. Et puis si tu te le donnes à Edwige, toi tu peux l'agrandir comme ça. Enfin, c'est juste génial. Il faut avoir plusieurs personnes dans le même univers. Oui, Ouais. Faut le tester, c'est vraiment génial. Ça dépend des applications, mais si par exemple tous les HoloLens sont connectés au même réseau, par exemple je reprends le cadre de l'université en question, ça a été filmé et tout, du coup c'est pour ça que j'en parle, je n'ai jamais testé dans ce cadre-là, je préfère préciser. Du coup on voyait tous les étudiants qui étaient en cercle autour du même objet, avec le professeur du coup qui précisait comment ça marchait. Et du coup, je veux dire, on pouvait à ce moment-là agrandir la pièce et donc désosser même l'objet pour voir exactement ce à quoi ça correspond, telle partie, etc. Et donc, au niveau interaction, on va dire, d'apprentissage, c'était plus intéressant. Où tu avais par exemple un étudiant qui disait bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça à la place de poser la question, du coup, il interagissait direct avec l'objet. Il déplaçait ce petit élément-là qui se posait la question, ou alors il cliquait dessus pour avoir un autre affichage qui permet de détailler ce que c'était, par exemple. Donc au lieu de se retrouver à l'ancienne avec juste des plans, des schémas, des dessins, que si vous n'avez pas l'esprit qui va pour réussir à les comprendre ou à les lire, parce qu'il y a des personnes à qui ça ne parle pas, ben là on a directement les choses en 3D qui, toujours, c'est toujours pas de la 3D, ça reste des hologrammes, mais en définitive, le rendu qu'on obtient visuellement est vraiment comme si l'objet était en 3D pour nous. Du coup, c'est en 3D, du coup. Oui, enfin oui, mais 3D pour certains, ça reste assimilé à quelque chose de je me comprends, c'est pas grave. Mais ouais, je suis d'accord. Du coup, j'ai une autre question. Je rebondis sur la vidéo qu'on a vue. Ouais. Laquelle la vidéo qui date un petit peu, qui montre un peu, qui présente du HoloLens, qui montre un peu les différentes visions qu'avait Microsoft du produit. C'est des choses qui me paraissaient un peu surréalistes que j'ai vu la vidéo à l'époque, notamment sur l'analyse de l'environnement pour l'intégration des hologrammes. C'est-à-dire que sur la vidéo, finalement, on voit que tous les hologrammes s'intègrent parfaitement des fois dans l'environnement, comme si les HoloLens comprenaient que c'était un canapé, comprenaient que c'était une planque, etc. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça, c'est actuellement aujourd'hui,
jusqu'à où est parvenu Microsoft pour détecter les différents éléments qui nous habitent, pour justement créer des interactions avec, des expériences. J'ai pas les dernières news fraîches sur où est-ce qu'ils en sont. En fait, concrètement, je crois surtout qu'HoloLens s'en fiche un peu, ou du moins ne va pas jusqu'à savoir que c'est un canapé ou une table. En fait, elle s'en fout un peu. Elle va juste elle va identifier qu'il y a un volume qui prend tant de place dans l'espace, et que potentiellement c'est quelque chose sur lequel on peut s'asseoir, etc. Sur lequel on peut poser, en fait c'est quelque chose, un volume sur lequel tu peux poser d'autres choses. Après concrètement, que ça soit un canapé, une table, une chaise, non, quoi que ce soit. Ça identifie ce que c'est que le canapé. Oui, mais concrètement, t'as pas, ça je sais qu'elle sait le faire. Mais au moment, quand tu vas pour quand tu places tes hologrammes ou quand tu scannes, sur le moment, sauf si tu lui demandes de procéder à une identification, elle s'en fout en fait. Tu veux poser ton hologramme sur ton canapé, tu poses ton hologramme sur le canapé. C'est pas un problème. En gros, tu scannes et il te mappe avec des triangles comme des mèches. Là, il va détecter c'est un rectangle. Pour lui, c'est un rectangle. Il ne sait pas que c'est un canapé, une table. Et après, tu as la détection. Après, tu as la détection. Il y a par exemple un jeu aussi qui a été conçu par des développeurs Microsoft qui s'appelle le Cluedo, qui est un jeu de société assez connu. En fait, ce qu'ils ont reproduit dans le Cluedo sur les HoloLens, c'est un être humain, holographique en l'occurrence, qui s'assoit, qui est là au début pour interagir avec le joueur, mais ensuite il scanne ton environnement et s'il y a quelque chose sur lequel il peut s'asseoir, il va s'asseoir. Et donc, s'il voit, je veux dire, le canapé, généralement, il le scanne. Dans ce contexte-là, il en est capable. Du coup, il reste présent et il reste là à te fixer. C'est pas une condition structurante pour décider de si tu peux ou non poser un hologramme. Si tu décides de poser un hologramme, tu peux. Du coup, dernière question. Attends, parce qu'il y a le copain du fond qui est en train de s'énerver là, tu vois. Du coup, je reviens sur la première, c'est pour ça. C'est vraiment une dernière question. Vous avez donné l'exemple de on peut l'hologramme n'importe quel objet. Du coup, on vient de prendre l'hologramme, et si on le maintient, on tient toujours, on peut passer au travers d'un objet, comment dire. Si on essaye. Bon, tant pis, je laisse tomber. Je suis pas sûr. Je pense que tu peux pas. Quelque chose, parce que un objet, il a un volume, du coup, c'est une poussée contre un mur. Comment ça va interagir? En fait, je crois pas que ça se passe. Non, il y a un mur, quoi. La main, elle passe le volume. Il ne traverse pas l'objet, elle passe pas le mur, mais c'est notre main qui va passer l'objet. Faut tester. En fait, c'est ça. En fait, je pense que le mieux pour répondre au reste des questions, c'est ça. Bon, ça va, désolé. Pas de soucis. Est-ce qu'il est prévu qu'ils puissent interagir ensemble? Oui. Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est prévu. Et pas que via les applications collaboratives comme Skype, parce que c'est déjà le cas. En fait, tu peux déjà interagir avec d'autres utilisateurs de HoloLens si tu utilises un outil qui permet d'interagir avec les gens, comme Skype. Mais d'après ce qu'on sait, normalement, ça devrait être prévu que tu puisses interagir, que tu puisses créer un réseau local avec plusieurs HoloLens. C'est ça. C'est même pas que le réseau local, en fait. Il suffit qu'il soit connecté à un même serveur, par exemple, pour que ça soit possible. Je reprends le cas, par exemple, des chirurgiens. Lui, il était non seulement le chirurgien portait les HoloLens, mais les caméramans et les autres, je veux dire, voyaient aussi la version holographique de ce que le chirurgien voyait. Donc il y avait ce côté-là. Donc les autres voyaient, alors qu'ils n'étaient pas du tout au même endroit, le corps à opérer que le chirurgien pouvait voir lui de son côté. Juste par rapport à ce que vous disiez donc, dans le secteur aéronautique, justement, la réalité augmentée et la réalité mixte, ça va être donc dans le secteur où je suis en fait, entre autres, c'est le trafic aérien où les contrôleurs aériens maintenant ils vont entre autres donc, avoir des casques et non pas des écrans radar pour gérer le trafic aérien et avoir le trafic, donc prévoir ce qui va se passer par exemple si deux avions vont percuter, s'ils commencent se projettent dans la même trajectoire. Justement, j'avais la question où est-ce que il scanne en permanence, donc c'est du scanning du périmètre en permanence ou il scanne une seule fois et il... Ça dépend de l'application. En fait, on peut permettre à l'application de scanner, je veux dire, une seule fois et après d'interagir avec l'environnement. Cela inclut, je veux dire, à la personne qui porte le casque de très peu se déplacer, ou du moins de se déplacer, mais dans la zone dans laquelle il a scanné. Ou alors, à ce moment-là, sur une application qui permet de scanner en permanence,
d'où le fait qu'on peut se déplacer et d'interagir avec les HoloLens n'importe où, puisque c'est un PC à part entière, il ne faut pas l'oublier. À ce moment-là, ça scanne en permanence, mais par contre, Je pense qu'il y a- au niveau de la batterie, je ne suis pas C'est sûre ça. que ça soit Je pense que là, bénéfique. et à mon avis, les équipes, je suppose que les équipes doivent bosser sur ça aussi, parce que tu sais, c'est un peu comme si on devait utiliser, en réalité augmentée, on le voit, ne serait-ce que si on utilise une application de réalité augmentée sur un téléphone avec le mode réalité augmentée activé en permanence, la batterie du téléphone est fusillée en quelques minutes, quoi. Tout le monde Donc a des je technos. suppose que les problématiques d'autonomie doivent être aussi présentes dans ce genre de situation. J'imagine qu'effectivement les ingénieurs doivent bosser dessus. Après bon, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de connaître les avancements parce que la communication, on peut que faire des suppositions en notre nom. Les informations de la part de Microsoft n'arrivent que quand en général les ingénieurs ont fini d'être dessus, quoi. On peut supposer que, mais on n'a absolument pas d'informations là-dessus. On peut passer de 3 heures à 2 heures d'autonomie. Par exemple, si ça scanne en permanence, Ouais. évidemment l'autonomie chute. Donc certains l'ont C'est fait, après ça dure quelques heures. Ça dure. Comme vous avez dit, en fait, des fois, si on a besoin on a en permanence une variabilité du En plus, périmètre, donc ça doit être toujours à jour et C'est ça. les nouvelles conditions. Juste la dernière remarque, par exemple, à votre jeu, là, il y avait quelqu'un qui était un ennemi qui était dans le petite embuscade. Ouais. Si vous auriez fermé la porte, par exemple, est-ce qu'il aurait justement rescanné Ah, et éliminé l'ennemi? j'ai pas essayé ça. J'ai pas essayé. Genre, ferme la porte. Moi personnellement, je pense que l'ennemi serait bloqué derrière. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, ça fait un petit pas bug. Donc si vous scannez en permanence, il va non seulement Attendez. voilà, Ouais. fermer la porte sur l'ennemi. Après, j'ai pas essayé, et alors d'un autre côté, il faut essayer du coup. Mais d'un autre côté, je crois qu'en fait, dans les prérequis pour démarrer le jeu, l'application demande de scanner. Donc, en fait, elle nous demande de scanner un mur, et je crois qu'elle demande de scanner un mur plein. Je crois. Un ou plusieurs. Donc en fait, s'il y a une porte, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, faut qu'on teste. Mais Je pense que ça va faire comme le câble électrique où l'ennemi sera bloqué derrière. ce serait trop cool. Enfin, faut voir, faut qu'on teste. Mais, bonne question. C'est cool, c'est une bonne question. Un bon point de test. Bon allez, je vous propose, si vous avez plus de questions en tout cas, je vous propose qu'on s'y mette parce que ça m'ennuierait qu'on vous ait vendu du rêve pendant 1 heure et qu'on ne puisse pas vous le faire tester. Et on mange des chips holographiques ce soir. À la limite, ce serait mieux de monter du coup, si ça te dérange pas. Oui, je Parce que pense. du coup, la lumière, ce sera bon, et en plus, il y aura chips à côté. Bah parfait, faisons ça. Comme ça, on aura les doigts sales pour toucher les lunettes.